nous reprenons pour cette deuxième session de l'après-midi. Donc, je remercie chaleureusement à mon tour Kim Can et Anne-Laure de leur invitation. Je suis heureuse donc de présider ce panel autour de l'état social à l'épreuve des enjeux sociétaux. Alors, deux exemples bien illustrés ici, les enjeux sociétaux contemporains, la question de l'accessibilité et la question de la bioéthique et du genre. Ces deux aspects sont majeurs à la fois pour la recherche en sciences humaines et sociales, mais également pour les acteurs politiques, administratifs, associatifs et les citoyens. Donc, dans une première intervention, nous entendrons sur l'accessibilité au lieu de la culture Kim Can Fan et Anne-Laure Yot, nos deux initiateurs de ce colloque. Doctorant donc au CERSA, Kim Can travaille sur les questions d'inclusion des personnes handicapées en situation de handicap en droit public français et est actif au sein de l'association Droit Pluriel. Anne-Laure travaille quant à elle sur les enjeux de la catégorie d'action publique culturelle à l'échelle européenne. Puis nous laisserons la parole à deux spécialistes éminents des questions de bioéthique et de genre, notamment Daniel Bourriaud et Jennifer Merchant. Les perspectives ici adoptées permettent d'analyser sous deux angles différents, social et juridique, la question de l'égalité des droits. Alors je vous propose pour aborder ce panel trois questions, en tout cas c'est trois questions que moi j'aurai en tête en vous écoutant. Premièrement, l'évolution du droit de la bioéthique et du handicap révèle-t-elle une mutation de l'État et en quoi marquerait-elle une intervention accrue de l'État social dans ces domaines? Deuxièmement, dans quelle mesure est-il possible ou souhaitable de décrire ces droits sans y porter a priori de considérations morales ou politiques pour ensuite analyser en quoi ces deux droits sont révélateurs de valeurs justement morales et politiques? Enfin, quelle est la place du corps qui est ici réservée à l'encadrement juridique de la bioéthique et du droit des handicaps, et dans quelle mesure participe-t-il ici à une politique du corps? Alors, je vais vous laisser la parole. Je crois que dans l'ordre envisagé, c'était Kim Can, ensuite Anne-Laure, et ensuite donc Kim Can, nous t'écoutons. Merci Géraldine pour cette présentation et surtout pour avoir accepté en ta qualité de directrice adjointe du CERSA l'organisation de ce colloque. Merci également au directeur Yves Surel pour son soutien. Et merci aussi, bien sûr, à mon binôme du jour, Anne-Laure Yot, pour la richesse de nos échanges, mais surtout de sa patience. Alors, je vais donc évoquer la question de l'accessibilité de la culture et des lieux culturels. Je ne m'aventurerai pas à tenter de définir la notion de culture. Des sociologues américains dès 1952 qualifiaient cette notion de jungle conceptuelle et relevaient déjà plus de 300 définitions pertinentes dans la littérature. Alors, je vais prendre opportunément ma position de juriste pour restreindre le sujet à la notion plus connue en droit, qui est la notion de droit à la culture. Et avec ce prisme, bien, le sujet a déjà été, par exemple, abordé lors d'un colloque organisé par la professeure Florence Faveron à l'Université de Clermont-Auvergne en 2015, à l'occasion de la date anniversaire des 10 ans de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, de la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Et, la professeure Florence Faveron a posé aussi, à l'occasion de ce colloque, que le droit à la culture participe au développement des individus et leur permet de se positionner comme un membre agissant du corps social, comme citoyen, d'y trouver une place, d'y trouver leur place. 2 ans après, durant l'été 2017, le Sénat publiait un rapport d'information sur ce même thème. Un rapport d'information donc intitulé « Culture et handicap, une exigence démocratique ». Et les rapporteurs constataient que l'égalité en droit ne se traduit pas encore aujourd'hui par une égalité de fait. L'accès des personnes en situation de handicap à la culture, en particulier à la pratique culturelle, souffre encore de trop nombreux obstacles. Et ce constat est renforcé par les chiffres de saisine du défenseur des droits, qui révèlent que depuis l'année 2017, le handicap est devenu le premier critère de saisine de discrimination devant l'origine, le genre et l'état de santé.
D'ailleurs, son dernier rapport annuel d'activité de 2021, au titre de l'année 2020, confirme cette fâcheuse première place, puisque le handicap représente encore 21% des dossiers ouverts pour motif de discrimination. Alors la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi, depuis 2017, le handicap a pris cette fâcheuse place. Je vous propose deux hypothèses pour expliquer cela. La première, elle est fondée sur l'apport fondamental des sciences sociales s'intéressant aux questions du handicap qui ont émergé depuis les années 1970 et qui ont rendu compte du fait que les sociétés humaines se sont construites dans une représentation glorifiante du corps et de l'esprit humain, pour ne pas dire validiste, créant des conditions et un environnement social portant de tels stigmates sur les personnes concernées qu'elles se retrouvaient dans l'impossibilité d'exercer, en général, leurs droits subjectifs ou de trouver une place dans la société qui soit autre chose qu'un totem de compassion ou d'assistance. On sort donc avec ces recherches de ce qu'on appelle du modèle médical du handicap, dans lequel le handicap serait finalement la conséquence de dysfonctionnements personnels de la personne. Ce serait de sa faute, du fonctionnement de son corps et de son intellect. On passe de ce modèle donc médical et individuel handicap à un modèle social du handicap où le handicap s'extériorise de la personne. On va alors parler notamment de situation de handicap, car le handicap surgit, considérer que le handicap surgit au moment de l'interaction avec la société qui s'est construite donc dans un contexte inaccessible, ne prenons pas en compte la diversité des fonctionnements des corps humains et mentaux. Donc, c'est à partir de ces apports que s'est développée la notion d'inclusion dans les années 1980, mais qui ne fait éruption en France que dans les années 2010, dans le champ associatif des personnes concernées par le handicap et aussi dans certains discours politiques. Donc, l'inclusion, très schématiquement, porte d'une part sur le principe de non-discrimination et d'autre part sur le principe de, et c'est le point le plus important, participation active et autonome des personnes en situation de handicap à tous les segments et strates de la vie sociale, et cela inclut bien entendu le milieu culturel. La seconde hypothèse, qui explique ces chiffres qu'on constate depuis 2017, elle est intrinsèquement liée à la première, puisqu'elle serait une traduction en texte, dans les textes juridiques de ces recherches. Et je commencerai par des textes de faible portée normative. Par exemple, je citerai la recommandation du Conseil de l'Europe du 5 avril 2006, qui déclare que les personnes handicapées ne peuvent exercer leurs droits en tant qu'individus à être totalement intégrées dans la société que si elles sont à même de participer à la vie culturelle de celle-ci. On a aussi, dans ce même dispositif du droit du Conseil de l'Europe, la charte sociale, à son article 15. Qui prévoit que les États signataires devront favoriser la pleine intégration et participation à la vie sociale des personnes en situation de handicap par des mesures visant à surmonter des obstacles aux activités culturelles et aux loisirs. Mais la grande reconnaissance du droit à la culture, et avec une pression normative beaucoup plus conséquente, elle s'est faite grâce à la Convention internationale des droits des personnes handicapées, la CDIPH, adoptée en 2006 par les Nations Unies, ratifiée par la France en 2010. Et son article 30, qui s'intitule « Participation à la vie culturelle et récréative et aux loisirs et au sport », stipule d'un droit à la culture qui a deux dimensions. La première dimension concerne ce que j'appelle le droit de jouissance de la culture, donc plutôt un droit à la culture passif, alinéa 1. Les parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle sur la base de l'égalité avec les autres et prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu'ils aient accès aux produits culturels, accès aux bibliothèques, aux services touristiques, etc. Premier versant du droit à la culture, plutôt passif. Second versant, droit à la culture plutôt actif,
dans lequel l'article 30 de la CDIPH reconnaît un droit à l'expression créative ou de création culturelle aux personnes en situation de handicap. Alinéa 2 de l'article 30, les États parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour l'enrichissement de la société. Et cette consécration juridique du droit à la culture spécifique pour les personnes en situation de handicap, eh bien, elle s'inscrit dans un mouvement plus large juridique visant à consacrer donc, des droits spécifiques aux personnes d'un handicap par mimétisme aux droits universels proclamés précédemment. Et ce matin, le professeur Surel parlait de la transformation de l'État sous l'angle des nouveaux atours de la normativité. On est vraiment dans ce cadre-là, parce qu'il me semble que le droit à la culture spécifique aux personnes en situation de handicap rentre dans cet acte-là, puisqu'il s'agit d'une extension du droit de droit qui préexistait déjà, qui avait été reconnu de manière universelle, mais là, ils sont reconnus à un groupe spécifique, en l'occurrence aux personnes en situation de handicap. On aurait peut-être le temps, en question-réponse, d'expliquer, d'analyser la pertinence de la réplication, de la reconnaissance de ces droits spécifiques aux personnes en situation de handicap. Donc les chiffres des saisines du défenseur des droits témoignent ou plutôt sont expliqués par ces deux hypothèses. Donc, je vais reprendre ces deux dimensions du droit à la culture pour les analyser de manière pratique. Je vais commencer par traiter du déploiement du droit à la culture dans sa version passive, avec l'exemple de la mise en œuvre du label tourisme et handicap, et je terminerai par une critique des dispositifs de discrimination positive dans le domaine culturel en faveur des personnes en situation de handicap, qui permet le versant actif du droit à la culture d'exister. Alors d'abord sur le label tourisme et handicap, c'est une marque appartenant à l'État, gérée depuis sa création par le ministère chargé du tourisme et de l'économie. C'est une marque donc, qui a été déposée à l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, le 12 mars 2003. Et selon son règlement d'usage, ce label tourisme et handicap vise à sensibiliser des professionnels et candidats des secteurs du tourisme et des loisirs à l'accueil des personnes en situation de handicap qui veulent choisir leurs vacances et leurs loisirs en toute liberté et sécurité. L'attribution de ce label suit une procédure administrative qui est mise en œuvre à l'échelon régional par les DRET, Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, qui ont remplacé les directs récemment. Les dépôts de candidature doivent émaner des personnes publiques ou privées gérant un lieu ou une activité touristique et culturelle. Et ce label peut être remis dans 5 catégories: l'hébergement, l'information touristique, les loisirs de toute nature, la restauration et les visites de sites guidés ou non guidés. Alors, selon les derniers chiffres publiés en 2018, seules 5500 adresses ont obtenu ce label sur tout le territoire national. Pour mettre en perspective ces chiffres, à Paris et dans sa banlieue, il existe 18 000 restaurants. Donc, maintenant, on va analyser les raisons des échecs de ce label tourisme et handicap dans son objectif de rendre plus effectif le droit à la culture dans une dimension passive pour les situations de handicap. Et j'aurais 3 raisons pour expliquer cet échec. La première, elle est d'ordre sociologique. Près de 10 ans après la mise en place du label, une étude réalisée entre 2011 et 2012 auprès des personnes en situation de handicap révèle que seule la moitié des personnes interrogées constituant l'échantillon sont favorables aux vacances dites mixtes ou partagées avec des personnes sans situation de handicap. Ça veut donc dire que l'autre moitié, marquée par des expériences négatives, ratées, du regard de l'autre, ne souhaite pas profiter de vacances avec des personnes non handicapées. Donc là, il apparaît une double appréhension des personnes handicapées face à la persistance de préjugés
personnes dites valides, et aussi une appréhension face à des lieux culturels et des services culturels, et aussi un service public culturel lorsqu'il s'agit d'un gestionnaire de droit public inaccessible par défaut. Donc, l'existence de ce label n'a pas eu d'effet remarquable ou quantifiable sur un plus grand exercice du droit à la culture, au loisir et au tourisme des personnes en situation de handicap. Et au contraire, on peut même supposer qu'elle n'a fait que renverser cette problématique constante pour les dispositifs qu'on appelle intégratifs des personnes en situation de handicap, qui est cet état de liminalité. Alors, qu'est-ce que c'est que cet état de liminalité? Très schématiquement, c'est un état qui désigne une situation intermédiaire entre deux changements de statut, par exemple, passage de statut d'enfant au statut d'adulte. La problématique pour les personnes en situation de handicap, c'est qu'elles se trouvent coincées de manière perpétuelle au cours de leur vie par ce type de dispositif qui nécessite qu'elles fassent une démarche intérieure, puis publique, exacerbant leur identité de personnes en situation de personnes handicapées ou en situation de handicap, pour pouvoir ensuite assister, comme tout le monde, rentrer dans l'universel et assister ou participer à une activité culturelle. Autrement dit, ce que renvoie ce label, et donc une aporie, dans tous ces types de mécanismes d'intégration, eh bien, c'est que finalement, la personne en situation de handicap, elle n'est pas tout à fait une personne infirme ou incapable, mais elle n'est non plus tout à fait une personne valide et pleinement capable comme les personnes LP. Donc, cet état de liminalité explique par ailleurs aussi le non-recours de nombreux autres dispositifs qui sont dits faits pour les personnes handicapés et dont souvent les gestionnaires des ERP, des établissements recevant des publics, lorsqu'ils font des investissements, on pense aux rampes d'accessibilité à certains ascenseurs, ils disent souvent, leur retour, c'est que les personnes en situation de handicap, elles n'existent pas, elles n'en voient jamais. C'est l'une des raisons pour lesquelles, effectivement, alors que statistiquement, toutes les études montrent que la population handicapée représente 10% de toutes les populations nationales, l'OMS parle de 12 à 13% de la population mondiale, eh bien, les gestionnaires des RP constatent cela. D'autres aussi professionnels dans d'autres secteurs. La seconde explication, eh bien, elle est liée à l'approche retenue dès le départ pour faire connaître ce label. Une approche clairement commerciale ou plus exactement centrée sur les éventuelles opportunités d'augmentation de chiffre d'affaires pour les propriétaires ou gestionnaires de ces lieux de culture et de tourisme. Si on regarde le panorama, depuis 20 ans de tous ces dispositifs d'aide économique, technique ou de communication liés au développement de ce label, on remarque qu'ils sont quasiment exclusivement liés au développement concentré sur le développement des activités économiques des prestataires de services et non sur les personnes concernées elles-mêmes, non sur leurs besoins en accessibilité, leurs droits et justiciabilité. Alors certes, le tourisme et la culture n'est pas qu'une question de droits fondamentaux et de justice sociale. Elle est aussi en effet une question de part de marché pour les investisseurs et prestataires de services touristiques. Mais ce dernier point a trop été l'intention du discours, expliquant en partie la raison pour laquelle les personnes concernées ne se sont jamais vraiment approprié ce label. Et enfin, troisième explication, ce label est tout simplement peu performant, car pas centré sur ce qu'on appelle la qualité d'usage et la concertation avec les personnes concernées. L'économiste Sylvain Zegni écrivait, pour illustrer cela, qu'après une quinzaine d'années d'existence, ce label était désormais bien connu des populations en situation de handicap et des professionnels, mais que les personnes concernées restaient majoritairement insatisfaites ou déçues par les établissements labellisés, soit en raison de leur environnement, soit en raison de l'impensé des équipements. Alors, pour dépasser cet échec, l'État a créé un second label en 2011, sans supprimer le premier. Une seconde marque, toujours déposée à l'INPI, sobrement intitulée « Destination pour tous », réservée aux collectivités territoriales, qui a pour objectif de valoriser les territoires proposant une offre cohérente d'accessibilité. Pour l'instant, ce label n'a pas fait plus d'émules, puisque ce jour, créé en 2011, donc 10 ans après sa création, ce second label, eh bien, il n'a été délivré qu'à 7 collectivités territoriales. Donc, quels enseignements on peut tirer?
de ces échecs, de ces deux labels, eh bien, c'est que, de manière générale, les mécanismes d'intégration, là en l'occurrence dans le droit à la culture, dans sa dimension passive, sont peu efficaces parce qu'elles impliquent peu les personnes concernées dans le processus de construction de la norme juridique ou des équipements qui seront destinés à l'accès aux services touristiques ou aux loisirs. Alors, maintenant, je vais aborder la dimension active du droit à la culture et je vais me poser cette question qui est la suivante, finalement. Est-ce que le droit de la culture doit inciter l'exercice de manière volontaire des personnes en situation de handicap? Autrement dit, est-ce que, par exemple, la puissance publique et ses partenaires privés doivent intervenir pour inciter des pratiques artistiques et culturelles par des prix spécifiques? Par exemple, je pense au prix Andy Livre, qui est décerné chaque année. Et nous, c'est la question des discriminations positives. Nous partirons de l'avis négatif de Pierre Ancet, un membre de la doctrine, sur la question qui, je pense, est majoritaire dans la doctrine et me semble être suffisamment représentative des critiques adressées aux mécanismes de discrimination positive dans le secteur culturel concernant les personnes souffrant de handicap. Position négative, donc, avec laquelle j'ai un désaccord. Donc, pour cet auteur, je le cite, « En tant qu'artiste, les personnes en situation de handicap ils ne sont pas tout à fait des artistes à part entière. Il convient en effet de juger avec la même exigence les productions artistiques réalisées par des personnes considérées comme valides ou invalides dans le monde social, à moins qu'on ne choisisse de glorifier artificiellement certaines productions pour masquer la tendance que l'on aurait spontanément à les déconsidérer. Mais cette discrimination positive n'est que la marque en creux du mépris et n'est pas la reconnaissance des capacités dont les personnes concernées souhaitent bénéficier. Pour appuyer son propos, il prend l'exemple d'un artiste peintre trisomique recevant un prix dans un concours sans qu'il y ait de catégorie spécifique pour artistes handicapés. Et pour l'auteur, son droit serait entièrement respecté dans ce cas, son droit à la culture dans sa dimension active. Ce qui suppose qu'à l'inverse, s'il avait reçu pour la même peinture un prix dans la catégorie artiste handicap, eh bien, selon ce courant de la doctrine, eh bien, son droit à la culture aurait été atteint ou violé. Et c'est, il me semble, un processus de réflexion limité, car il ne prend pas en compte une donnée qui me semble fondamentale, qui est l'exclusion multiséculaire des personnes en situation de handicap du droit à la culture, surtout dans sa dimension active, la pratique. Et puis, il me semble qu'il faudrait distinguer deux choses. D'une part, ce qu'une personne, dans sa construction individuelle, préférera comme signe de reconnaissance, artiste à part entière, en cachant, voire niant une partie substantielle de son identité, ou artiste handicapé assumé, qui prend le parti d'affirmer que son vécu de personne en situation de handicap a influencé son art. Mais cette question-là, il me semble, ne relève pas d'une question juridique ou du mécanisme de la discrimination positive, mais tout simplement d'un choix personnel du destin que se choisit une personne, de l'identité que se choisit la personne concernée en question. Donc, cette critique, ce processus de réflexion, elle me semble, n'est pas opérante pour exclure la notion de discrimination positive, comme on le voit dans ce droit à la culture. Et d'autre part, il me semble aussi qu'il y a ce que la société peut, mais surtout doit faire au regard des textes juridiques évoqués plus en amont pour qu'une minorité historiquement exclue, là en l'occurrence du droit à la culture, se sente légitime à investir un droit, en l'occurrence le droit à la culture, et donc à mener activement une pratique artistique. Alors oui, je commence à être lent. Par ailleurs, cette critique pose aussi problème car elle ne comprend pas en compte l'objectif pilier de la discrimination positive, à savoir le rattrapage de la représentation culturelle défavorable pour telle ou telle minorité, que j'essaie de finir rapidement, de condenser. La discrimination positive
Au fond, elle repose sur un pari, sur un double pari. Le premier, qui peut être réussi, c'est que la personne, eh bien, elle soit intégrée par cette mesure dans son développement personnel. Le second pari, c'est qu'elle va susciter des vocations, d'autres vocations qui, par mimétisme social, inciteront d'autres personnes concernées, sans nécessairement d'ailleurs en reprenant ou en ayant recours à l'expression positive, eh bien, d'être plus représentées dans la pratique du droit à la culture en question. Alors, bon, je vais conclure. Je vais conclure en constatant que bien, la transition vers un état de droit, au sens d'une déverticalisation des rapports entre le citoyen créancier, en l'occurrence le citoyen en situation de handicap, et l'administration débitrice, prend du temps et elle semble nécessiter une focale d'analyse plus large. Et donc, raison pour laquelle je vais maintenant passer la parole à ma binôme. Merci pour votre écoute. Alors, c'est bon. Oui. Merci beaucoup Anthony. Bon, déjà pour avoir accepté de t'embarquer dans cette aventure avec moi. Et en effet, pour nos riches discussions et quelques fous rires quand même qui ont émaillé ces derniers mois au sujet de ce colloque. Merci beaucoup Géraldine d'avoir bien voulu présider cette table ronde, mais également de faire les propos conclusifs qui arrivent d'ici peu. Voilà. Et vu que j'étais peut-être un petit peu stricte avec mon binôme, je vais également essayer de rester dans les 15 minutes et de ne pas vous assommer encore plus que cette chaleur. Alors, dans cette présentation, ce que je vais essayer de faire, c'est d'avancer et de compléter l'état des lieux général que pose la question de l'accessibilité, de la culture et des lieux de culture que Kim Kam a pu vous proposer brillamment précédemment. Et cela en explorant les différents acteurs et les différentes initiatives en présence et évoluant autour de ce sujet. Donc, évidemment, je vais avoir une approche beaucoup plus politique, publique que mon camarade. Et donc ici, bon, il en a un petit peu parlé déjà avec la sémantique, on parle de deux catégories, de deux domaines d'action publique qui sont extrêmement larges et extrêmement polysémiques. D'accord ? Là, la culture, elle va vraiment aller, on la prend sur le sens le plus large possible. Donc, ça va du patrimoine, ça peut aller aussi à l'audiovisuel, la télé, la photographie, etc. etc. Donc, c'est vraiment l'acception la plus large possible. Et en fait, de fait, le handicap est également une catégorie d'action publique extrêmement large et polysémique. On peut parler de handicap physique, on peut parler de handicap mental, avoir un handicap visuel, auditif, etc. Et donc, ces deux catégories extrêmement larges se rencontrent sur la question de l'accessibilité. Et la question que je vais essayer auquel je vais essayer un petit peu de répondre ici, c'est comment joindre ces deux catégories en conciliant à la fois la préservation et la conservation du patrimoine pour les générations futures, mais également la mise en accessibilité des sites ou des collections à l'ensemble des publics. Et de ce qui découle en fait un petit peu de cette question, c'est bien le fait que la sphère culturelle et les lieux culturels apparaissent ainsi comme des lieux d'enjeux sociaux, donc avec par exemple la question d'inclusivité que vous a très bien présenté Kim Kam. Et ces lieux d'enjeux sociaux dépassent en réalité la pratique même, la pratique culturelle elle-même. Et donc, pour un petit peu brasser ce paysage extrêmement large, je vais m'intéresser tout d'abord au contexte et aux acteurs en place, avant de m'intéresser à la mise en œuvre de certains instruments d'action publique, ou comme je l'ai intitulé, plutôt la mise en scène de cette catégorie d'action publique. Alors, je ne vais peut-être pas revenir sur tous les textes que vous avez encore une fois très bien présentés, Anthony, mais au niveau des politiques publiques, la question de l'accessibilité, elle s'est vraiment développée dans les années 1990. Alors pourquoi ? Parce que nous sommes dans un référentiel de démocratisation culturelle et il y a un reflux des investissements à la fois matériels et symboliques des premières années Lang. Alors, parlons-en un tout petit peu. Jack Lang, et en tout cas les années Lang, représentent un mythe assez important au sein des politiques publiques culturelles en France, et même aujourd'hui, quand on a des entretiens avec
les agents du ministère de la Culture, ces années-là sont extrêmement mises en avant. D'ailleurs, je tiens à souligner un dictionnaire qui est sorti sur les années langues dont Yves Surel a participé à écrire un article. Mais en fait, donc, derrière ce mythe se cache peut-être quelque chose d'autre, un autre ressenti de la part, cette fois-ci, du public. Parce que donc, les acteurs institutionnels culturels ont donc intériorisé ce mythe, ce discours de démocratie culturelle. Mais si on regarde un peu plus près sur le terrain, on a un contexte pas spécialement de désinvestissement, mais plus un statu quo, où il n'y a pas non plus un investissement flagrant, et c'est entretenu par des statistiques, des pratiques culturelles perpétuellement décevantes pour certains publics, alors ce que le ministère de la Culture appelle les publics empêchés. Donc on va avoir, c'est assez large comme catégorie, on va avoir à la fois les personnes en situation de handicap, les jeunes de banlieue, les familles, les seniors, etc., etc. Bref. Et donc, on a un petit peu cette différence d'approche entre à la fois les acteurs institutionnels et le public visé. Et c'est pour cela, en fait, que concrètement, le ministère de la Culture, en 2001, va mettre en place une commission nationale culture handicap. Donc, elle a été mise en place à la fois par le ministère de la Culture et par le secrétariat d'État à la santé et aux personnes handicapées. Et peut-être petit fait à remarquer, c'est le seul ministère, donc le ministère de la Culture, qui s'est doté d'un tel outil, en fait, pour intégrer les politiques du handicap à son propre domaine. Bref. Et cette commission, en fait, elle constitue une instance de dialogue et de consultation entre les entre les deux ministères, les principales associations représentatives des personnes handicapées, parce que le but du jeu, c'est donc d'entendre les revendications de ce public, les personnes handicapées elles-mêmes, le milieu artistique et culturel, ainsi que, on va le voir plus tard, la société d'audiovisuel public France Télévisions. Alors, je ne vais pas trop me spoiler, mais c'est pour tout ce qui est question de sous-titrage, etc., à la télévision. Bref, donc en fait, le plan d'action handicap au sein du ministère de la Culture, il se décline en plusieurs chantiers, dont ce qui nous intéresse le plus ici, l'accessibilité aux lieux de culture et implicitement à la pratique culturelle et artistique. Et donc, du coup, la loi de 2005, qui est un petit peu quand même une pierre angulaire dans ce domaine-là, va essayer d'aller plus loin sur l'aménagement de l'accès aux bâtiments. Et donc, en fait, cette commission, en 2005, une fois que la loi est donc passée, va être l'occasion pour chacun des chantiers mis en place de rendre compte aux associations de personnes handicapées des avancées réalisées et des difficultés rencontrées. Parce qu'en fait, vraiment, le but du jeu, ça va être, si vous voulez, de passer d'une logique sectorielle à plus une logique transversale, à une logique, en fait, de chaîne d'accessibilité, pensée en fonction de la pluralité des besoins et en plaçant l'usager au cœur du projet, qu'il soit architectural, scientifique ou culturel. Ça fait beaucoup, et donc ça se concrétise comment? Un petit peu difficilement, parce que c'est d'ailleurs un point qu'a souligné Anthony, mais c'est que la tutelle exercée par le ministère chargé de la santé ou des affaires sociales sur le ministère chargé des personnes handicapées était jusqu'à une date très récente, ne permettait d'appréhender la question du handicap que seulement sous un angle médico-social. Et donc, en fait, c'était assez compliqué de trouver comment, en fait, arriver à cette action transversale et à faire dialoguer différents ministères. Et ça s'est un petit peu décanté quand, à partir de 2009, je regarde mes notes, oui, c'est ça, quand à partir de 2009, il y a un comité interministériel du handicap qui a été créé et qui est présidé par le Premier ministre. Et d'ailleurs, depuis le gouvernement d'Édouard Philippe, le secrétaire d'État aux personnes handicapées est pour la première fois placé auprès du Premier ministre. Ça, c'était un petit peu le gros point sur le ministère de la Culture, mais c'est évidemment loin d'être le seul acteur dans ce secteur. On a donc cet acteur à l'échelle nationale, mais on peut aussi souligner le rôle des DRAC. Alors, qu'est-ce que les DRAC? C'est les directions régionales des affaires culturelles. Et chaque DRAC a un référent handicap qui est donc désigné, et il s'agit d'ailleurs de manière assez intéressante, généralement de l'agent chargé de la démocratisation culturelle et des territoires. Donc voilà, encore une fois, on essaie d'ouvrir les lieux de culture et la pratique culturelle. Et à côté de ces acteurs institutionnels, il y a aussi les acteurs associatifs, qui représentent un paysage extrêmement composite, surtout dans le domaine du handicap, avec tout d'abord une diversité qui est liée à la spécialisation des associations par type de handicap. Donc, par exemple, on va avoir des associations du handicap par rapport au handicap moteur, au handicap sensoriel, mental, psychique, etc.
Mais aussi, il y a une diversité du milieu associatif qui va être liée à la diversité des secteurs d'intervention. Et pourquoi je parle de ça? Parce que les associations de personnes handicapées ont joué un rôle dans toutes les séquences de la grille séquentielle de Jones, donc qui est un grand classique de politique publique. Donc en fait, de la mise à l'agenda à l'évaluation des politiques publiques, les associations de personnes handicapées ont joué un rôle très important. C'est elles en fait qui permettent la mise en réseau et ce qui permet du coup à ce qu'on essaie d'avoir depuis le début, c'est une espèce de gestion transversale de cette politique publique. Et du coup, pour résumer, donc on a des acteurs multiples à différents niveaux qui en fait n'ont pas parfois les mêmes codes et pas parfois le même langage. Et donc, qu'est-ce qu'on va trouver comme instrument d'action publique? Quel instrument en fait, d'action publique peut être mis en œuvre ou tout du moins mis en place pour réunir tout ça? Et de manière assez intéressante, on en a un petit peu parlé ce matin déjà avec la présentation d'Olivier, ça va être pas mal de contractualisation. Avant 2005, c'était donc une approche politique et une certaine flexibilité de contractualisation qui était préférée à une approche juridique beaucoup plus lourde. Donc, ça va être par exemple des chartes d'accueil dans les lieux culturels, des conventions, des mises en place de partenariats, etc., etc. La question étant, est-ce que la loi de 2005 a changé quelque chose? Pas grand-chose actuellement. On retrouve finalement un petit peu le même type d'instruments d'action publique qui vont être peu coûteux financièrement, parce que à la fois ni le ministère de la Culture, ni le ministère chargé du handicap a un budget faramineux. Il faut que l'instrument d'action publique soit flexible et qu'il puisse donc accueillir ces multiples acteurs en présence. Donc, il n'y a pas vraiment de changement, mais avec la loi de 2005, on va avoir une refonte de certains critères. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de penser l'articulation des trois thèmes, donc à la fois de handicap, culture et accessibilité, et non plus en fait leur simple juxtaposition, comme ça a pu être le cas jusqu'alors. Et cette idée de l'accessibilité donc se heurte à quelques difficultés, et je vais m'en expliquer et reprendre en fait des exemples tout simplement qu'Anthony vous a déjà présentés. Donc, il y a une tentative de mise en place de mesures humaines et organisationnelles pour dépasser cette situation de non-accessibilité. Toutes les personnes qui ont donc été interrogées dans ces différents travaux admettent que la réalité du handicap contraint nécessairement la pratique culturelle, c'est-à-dire que ce soit l'accès au lieu ou l'accès à l'œuvre, et rend indispensable la mise en place de dispositifs spécifiques qu'elles revendiquent. Et en fait, c'est là une des ambivalences peut-être fondamentales des personnes interrogées et qui expriment à la fois leurs besoins d'intégration, d'être avec et comme les autres dans leur pratique, tout en revendiquant le développement de dispositifs spécifiques adaptés à la réalité de leur handicap. Alors, ça conduit peut-être à un certain paradoxe, mais on va voir qu'il va être très très vite dépassé, donc pas d'inquiétude. L'accessibilité dédiée au public handicapé conduit en fait à la mise en place de dispositifs dits spécifiques qui peuvent induire en fait une mise en marge de ces publics. Donc en fait, on passe à côté de l'objectif final qui était de les inclure, mais en fait, ça va les mettre encore plus en marge. Et c'est là en fait où intervient tout à fait la notion d'inclusion que Anthony vous a présentée, qui permet de dépasser un petit peu cela. Et donc, ça mène à un double enjeu, qui est d'une part de ne pas nier les besoins spécifiques et les adaptations souvent appréciées par les personnes en situation de handicap, et d'autre part, donc, de penser à la transférabilité des adaptations à un public beaucoup plus large. Public beaucoup plus large, c'est-à-dire, par exemple, les seniors ou les familles. Je vais y revenir juste après. Et donc, je voulais juste reprendre l'exemple du label Tourisme Handicap ou Destination pour tous que Anthony vous a présenté. On l'a déjà dit, je l'ai redit, ces politiques publiques sont transsectorielles, porteuses de nombreux enjeux. Et en fait, dans cette perspective, il est assez intéressant d'étudier ces projets coordonnés qui essayent de répondre concomitamment aux besoins de l'accessibilité et de la médiation culturelle. Alors, l'utilisation du label, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent en politique culturelle, en politique de la ville. Je ne vais pas vous en citer plein, mais ce week-end, par exemple, c'est les Journées européennes du patrimoine. Par exemple, on a aussi les villages fleuris, etc., etc. Et en fait, ces labels, ça représente c'est pas du tout ce que je veux dire. Ça représente en fait énormément de choses, déjà parce que c'est une forme de reconversion symbolique des ressources centrales fondées sur la reconnaissance et l'impulsion des projets, plutôt en fait que sur leur réalisation même. Okay, et donc, ce label Tourisme Handicap créé en 2001, c'est vraiment cette idée, en fait, c'est l'impulsion de projet plus que réellement leur réalisation.
Et évidemment, l'attribution de ces labels obéit à des critères extrêmement précis, comme la diversité des domaines artistiques couverts par le projet, le recours à certains professionnels, donc soit des professionnels culturels, soit du domaine du handicap, et ainsi que son intégration dans le territoire. Mais évidemment, tout cela reste des programmes et des labels purement incitatifs et il n'y a pas d'imposition à mettre en place ces labels ou non. Alors, en dehors des labels, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme exemple d'action publique, d'instruments d'action publique mis en place? On va voir des guides pratiques. Ces guides pratiques, en fait, c'est le ministère chargé de la Culture qui les publie depuis 2007. Et c'est des guides pratiques sur les thèmes donc, culture et handicap qui sont distribués par les DRAC. Et en fait, ces guides sont avant tout destinés à éclairer les professionnels du secteur sur l'accueil des publics handicapés et en fait, un petit peu leur indiquer les bons réflexes. On a également des sites comme par exemple accessible.net, c'est un annuaire gratuit en fait de l'accessibilité. Donc vous tapez votre musée, peu importe, et vous voyez donc s'il est accessible aux personnes en situation de handicap et vous pouvez après voilà handicap moteur, handicap mental, etc., etc. Après, juste pour finir, il y a peut-être des domaines qui sont... Je ne sais pas si c'est plus simple d'intervenir dedans, mais en tout cas, ils vont être beaucoup plus mis en avant. Ça va être l'accessibilité à l'audiovisuel public, par exemple. Donc, en fait, depuis 2016 et l'action de Fleur Pellerin au sein du ministère de la Culture, on a énormément d'avancées dans ce domaine. Et d'ailleurs, oui, le ministère de la Culture a d'ailleurs mis en place un groupe de travail qui s'appelle Nouvelles technologies et handicap pour travailler sur ces sujets. Juste un dernier tout petit point, il y a aussi une réunion des établissements culturels pour l'accessibilité. Et en fait, c'est le ministère de la Culture qui a mis en place un réseau avec ses propres établissements publics pour justement, encore une fois, les inciter à plus d'inclusion et à plus d'accessibilité. Alors, pour peut-être conclure, parce que voilà, j'ai critiqué Anthony, mais j'ai fait plus de 15 minutes, les différents effets que ces acteurs institutionnels ou ces instruments d'action publique ont, on va avoir tout d'abord un effet structurant avec la mobilisation de différents établissements publics. On va avoir aussi un effet de ressources, par exemple avec les politiques éditoriales des guides, ou encore on peut avoir, et c'est ça qui m'intéresse, les effets symboliques auprès des acteurs locaux, auprès des différentes associations de personnes en situation de handicap pour leur dire « Regardez, on fait quelque chose, on communique avec vous ». Donc, on est sur des sujets où ce sont deux domaines d'action publique sémantiquement et profondément extrêmement larges, avec des acteurs multiples, peu d'argent, voire pas d'argent, et des programmes seulement incitatifs. Donc, voilà, on est beaucoup plus sur une mise en scène de l'action publique à ces niveaux-là que sur une réelle mise en œuvre. Et concernant donc, la transformation d'État, si je reprends voilà, le thème général, alors transformation, oui, mais transformation extrêmement incrémentale vers, du coup, un paradigme beaucoup plus inclusif. Je vous remercie de votre écoute. Oui, merci beaucoup pour ces deux interventions. Je trouve qu'elles se complètent à merveille. On a bien vu du coup comment vous avez combiné vos différentes perspectives. Et en fait, moi j'avais une question, j'avais peut-être une question un peu plus rapide et une peut-être un peu plus longue. La première question, ça fait écho à quelque chose que tu as dit, Anne-Laure. Je ne sais pas lequel des deux veut y répondre. En fait, tu as expliqué qu'il y avait des groupes représentatifs selon les différents types de handicap. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir si est-ce qu'il y a des groupes dominants qui ont peut-être plus de ressources, qui ont réussi davantage à peser dans le jeu décisionnel par rapport à d'autres. Et la deuxième question, c'est sur ce fameux label. Est-ce que vous l'interprétez comme un échec? Est-ce que c'est clairement un échec? Parce que ça fait quand même 20 ans qu'il existe, c'est ça, mis en place en 2001. Et est-ce que, si c'est un échec, est-ce que c'est lié à un processus de consultation qui, du coup, a été peut-être insuffisamment fait, alors avec peut-être des groupes représentatifs pas bien représentés? Est-ce que c'était juste des impératifs politiques? Est-ce que c'est la multiplication des acteurs? Puisque j'imagine que sur cette question, en plus de la culture, il y a aussi peut-être le tourisme qui est intervenu et c'est encore un ministère différent. Est-ce que c'est des objectifs qui étaient biaisés dès le départ? Est-ce que c'est la forme incitative? Anne-Laure, tu avais l'air de dire qu'il y avait aussi ces éléments. Voilà. Comment hiérarchiser peut-être ces différentes problématiques dans
ce qui apparaît en tout cas à la fin de vos deux interventions, un échec de ce label. Merci. Oui, sur la première question, c'est est-ce qu'il existe un groupe de personnes en situation de handicap qui, historiquement, ont pris une place plus importante? Oui, clairement, c'est le handicap moteur et le symbole du fauteuil roulant pour désigner l'ensemble des situations de handicap a très longtemps été la norme avant maintenant l'apparition de nouveaux logos pour visibiliser d'autres situations de handicap. Et à côté de cela, il y a aussi ce qu'on appelle les associations gestionnaires. Qu'est-ce que sont les associations gestionnaires? Ce sont des associations qui ont bien sûr la forme qui historiquement avait une forme de loi 1901, sans but lucratif, mais petit à petit, à partir des années 70, se sont vus attribuer par l'État certaines compétences, notamment dans la gestion d'instituts médico-sociaux, de gestion d'établissements d'accueil de personnes en situation de handicap, et ça a souvent été le cas pour des personnes handicapées et moteurs. Et donc, ces grandes associations-là, je pense notamment à l'APF, l'Association des paralysés de France, historiquement, oui, a agi d'ailleurs, alors je ne sais pas si le terme sera pertinent, oui, comme de véritables lobbies dans les politiques, en tout cas dans les lois, toutes les normes liées à l'intégration des personnes en situation de handicap. Et on l'a vu dès la première grande loi concernant les personnes en situation de handicap de 1975. Les discussions parlementaires à ce sujet-là sont très riches sur la présence de ces associations dites gestionnaires. Sur la seconde question, donc les raisons de l'échec de label, moi j'aurais une approche pour le coup administrativiste. Je pense qu'elle est liée à la procédure même d'attribution de ce label, puisqu'elles sont en principe, elles sont attribuées. La décision, elle est prise par la DREP, la direction régionale de l'économie et du tourisme, mais sa mise en œuvre, elle est organisée au niveau national par une association créée par l'ALTA qui est, me semble, clairement une association transparente. Et donc, concrètement, comment cela se passe? Un prestataire de services publics culturels ou un prestataire privé va déposer une demande à l'administration, à la direction territoriale compétente, et ensuite l'association qui est liée au label tourisme handicap ou destination pour tous va mandater deux personnes. Une personne qui représente le milieu du tourisme, un professionnel du tourisme, et une autre personne censée représenter les personnes en situation de handicap. Et la problématique, c'est que très souvent, c'est quasiment systématiquement le cas, la personne qui représente les besoins des personnes en handicap, eh bien, va généralement venir d'associations donc dites gestionnaires qui expliquent in fine le constat de l'économiste que j'ai cité tout à l'heure, c'est que même lorsqu'une adresse est labellisée accessible, avec que ce soit le premier ou le second label, ben on se rend compte que la qualité d'usage du service public culturel en question de la prestation, eh bien, elle ne permet pas à la personne en fait bien de accéder à ce service de manière fluide. Parce que en fait, la place de la vie de la personne, des personnes en situation de handicap, des personnes concernées, on voit bien, est noyée dans une procédure administrative. On constate qu'elle ne compte généralement pas beaucoup. Là aussi, il y a une approche très normativiste qui dit que finalement, il suffit de respecter une norme juridique, par exemple le décret qui va dire de manière standard que la poignée elle doit être installée à 1,50 m du sol dans cette situation-là, mais sans une adaptation à la réalité du terrain même du monument en question ou sur d'autres problématiques.
Ce qui fait que voilà, il y a une mise en place d'un mécanisme juridique de manière, j'allais dire, systématique, qui rend en fait ce label totalement peu performant, même lorsqu'il est donné. Et ben justement, j'ai longuement recherché cela et non, il n'y en a pas encore eu. Et ouais, ça rejoint un point important qui était un peu connexe de l'intervention aussi, c'est le développement d'une culture contentieuse chez les personnes en situation de handicap, qui explique le motif de saisine du défenseur des droits, mais étrangement sur la question du droit aux vacances, du droit au loisir, du droit à la culture, là, cela n'a pas encore été fait. Les cliniques d'aide au droit? Oui, bien sûr. Oui, il en existe, mais voilà, la problématique, c'est que généralement, les personnes sur handicap, elles viennent, j'allais dire, de faire irruption en tant que sujet de droit. Pendant très longtemps, elles étaient considérées comme des patients, comme des objets de soins. Et leur passage à sujet de droit, en fait, est très récent. On peut situer ça au tournant des années 2000 avec la loi de 2005. Donc, elles n'ont pas encore cette j'allais dire, culture contentieuse, mais en fait, même dans la population sans situation de handicap, en France, on n'a pas encore cette culture contentieuse. Et généralement, lorsqu'une personne sans handicap va faire la démarche, qui est assez exceptionnelle de voir un avocat, un juriste, eh bien, ce sera pour des questions relatives au droit de la compensation. Voilà, donc on a encore un niveau effectivement de prestations sociales et qu'on n'est pas encore sur ces droits qu'on qualifie de troisième génération dont relève le droit à la culture. Ouais. Mais je pense que ça va arriver avec une maturation de certaines associations non gestionnaires oui. Juste compléter avant, Natacha, si ça ne te dérange pas. Juste justement sur cette question des associations gestionnaires. Donc, oui, en effet, le handicap visible va être celui qui va être le plus traité, on va dire, de manière générale. Et donc, il va y avoir une différence entre les associations déjà qui ont des salariés et les associations qui sont en fait seulement composées de bénévoles. Et ce qui est assez intéressant d'observer, c'est que dans donc, ce milieu des associations autour de la question de handicap, il va y avoir des associations qui vont rassembler les autres associations. Et en fait, c'est celles-ci souvent qui vont avoir un petit peu un rôle de lobby auprès des acteurs institutionnels. Donc c'est surtout elles en fait qui gèrent ça. Et du coup, souvent, ce sont les associations gestionnaires qui vont regrouper des associations où il y a seulement des bénévoles. Et pour le label ou pas, est-ce que c'est un échec? Alors bon, l'échec, c'est varié, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Je pense que c'est un début, en fait, même si ça fait 20 ans qu'il existe, et qu'en effet, je rejoins Anthony en fait, sur son diagnostic, mais au moins, il a le mérite d'être là et peut-être en fait, d'enclencher un changement de paradigme qui est extrêmement long, mais qui arrivera peut-être un jour et sans doute un jour. Merci, désolée Natacha. Oui, ma question, enfin, j'ai deux petites questions en fait qui sont très simples, mais je pense que les réponses sont compliquées. Donc, si j'ai bien compris, tu parles de changement de paradigme, mais en réalité, on est plutôt sur du changement très, très incrémental, graduel. On n'a pas de basculement très clairement, même si il y a toute une littérature, mais qui n'est pas forcément une littérature de chercheurs en sciences sociales sur ces problématiques-là, qui défend le paradigme de l'inclusion comme étant et devant devenir le nouveau paradigme. Ça, c'est plutôt quelque chose de, de normatif, de programmatique. Mais en réalité, sur le terrain, l'action publique qui est concrètement déployée montre que ce changement, il n'a pas encore eu lieu. Il va peut-être advenir, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, ma question très simple, c'est mais qu'est-ce qui bloque ? Il y a deux manières, grosso modo, en sociologie de l'action publique, enfin, il y en a sans doute d'autres, mais il y en a au moins deux pour répondre à cette question, c'est d'identifier les ressources qui manquent aux acteurs qui se mobilisent pour faire advenir la question. Donc, est-ce que c'est parce que, finalement, ce n'est pas un groupe, mais les groupes d'acteurs qui sont mobilisés pour faire advenir cette question manquent de certaines ressources? Kim Khan a déjà répondu un peu à cette question en disant, par exemple, ils n'utilisent pas le répertoire juridique
pour se faire entendre. Donc, voilà, ça peut faire partie des ressources qui peuvent aider à faire reconnaître l'importance d'une cause et enclencher l'action publique sur cette question-là. Moi, je me demandais, voilà, peut-être la ressource du nombre, ils ne l'ont pas non plus, parce que finalement, je ne me rends pas compte, peut-être l'ont-ils, mais voilà, combien de personnes sont concernées, sans doute beaucoup plus que ce qu'on croit, mais voilà, ils ne sont pas visibles. Voilà. Donc, qu'est-ce qui leur manque, en gros, en termes de ressources? Moi, c'est ça que j'avais envie de poser comme question. Et la deuxième manière de répondre, c'est qu'est-ce qui bloque en face? C'est-à-dire, quels sont les acteurs vétos? Au-delà, voilà, face à des mobilisations éventuelles, quels sont les freins qui, au sein de l'administration, au sein du monde politique, ou même de manière plus localisée sur le terrain, au sein même de ce milieu associatif qui est très varié, qui est très composite, quels sont les freins finalement à l'avancement de ce changement de paradigme? Je m'interrogeais notamment en particulier sur le cas des personnes en situation de handicap mental. Vous avez très peu parlé. Il me semble que, j'y connais rien, hein, pas grand-chose, mais dans ce domaine-là, il me semble qu'il y a encore un poids très fort du paradigme de l'institutionnalisation. Je ne sais pas comment on l'appelle, mais en gros, l'idée que ces personnes ne peuvent pas vivre sans bénéficier finalement d'institutions qui les prennent en charge toute la journée, voire y compris sur les temps de nuit. Et donc, voilà, je me demandais, ce qui peut empêcher un changement de paradigme, c'est aussi que le paradigme précédent n'est pas totalement épuisé, qu'encore un certain nombre d'acteurs le défendent et qu'il est difficile, visiblement, que le paradigme précédent n'est pas totalement en crise, peut-être pas suffisamment. Donc voilà, c'est très ouvert, mais je voulais avoir votre sentiment sur cette question. Alors, la ressource du nombre, ils sont assez nombreux. Je n'aurai pas des chiffres exacts à te donner, mais ils sont assez nombreux. Et en fait, comme tu l'as dit, c'est un paysage associatif qui est très composite. Et en fait, ils vont avoir des revendications qui vont être différentes. Donc en fait, il n'y a pas une revendication, on va dire un nombre limité de revendications qui vont pouvoir présenter de manière claire en fait aux acteurs institutionnels qui ont un réel impensé en fait sur le handicap de quelque type qu'il soit. Donc en fait, il y a aussi ce problème de pas de manque de clarté, mais il n'y a pas une ou deux propositions qui va pouvoir rassembler toutes ces associations, en fait, contenter tout le monde. Et donc, il y a déjà, c'est pas du tout des guerres internes, mais peut-être des incompréhensions, en fait, au sein même de ce domaine du handicap et des associations du handicap, qui peut-être bloquent, en fait, pour arriver au niveau institutionnel. Donc, il y aura ça. Les acteurs veto en soi, alors je ne sais pas ce que tu en penses, il n'y a pas de mauvaise volonté ou de veto, mais il y a la ressource financière qui manque quand même assez énormément. Là, je voulais juste... par exemple, un des musées, on voit peut-être plus cette accessibilité, c'est le musée Carnavalet. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, qui a été en fait refait à neuf, quasiment à neuf. Mais ils font en fait en gros ça pour arriver maintenant à quelque chose de totalement inclusif et accessible. Donc en gros, ça demande énormément d'argent et de temps. Et parfois, il y a aussi tout simplement des musées ou des lieux de culture qui, si on fait des travaux d'accessibilité, ça dénaturerait le lieu. Donc il y a aussi toute une réflexion là-dessus. Et voilà à peu près ce que je voulais dire. Tu veux réagir peut-être rapidement? Non, oui, très, très rapidement, oui, je pense qu'il y a, comme le dit Anne-Laure, plusieurs courants dans le milieu associatif des personnes concernées. Et puis, effectivement, je reviendrai sur... il y a grosso modo 3 types d'associations. Il y a donc les associations gestionnaires qui ont un intérêt à ce que soit plutôt une logique, c'est-à-dire conservatrice, dans le sens de certaines règles, je ne vais pas dire d'enfermement, mais plutôt d'une gestion du handicap, mais plutôt médicale, avec un traitement du corps médicalisé, pathologisante de la situation de handicap. Première catégorie historique. Il y a aussi une autre catégorie qui sont les associations de parents, de personnes en situation de handicap, et surtout dans le cas des personnes en handicap mental. Et parfois, les associations de parents n'ont pas les mêmes intérêts et les mêmes positions que les associations gestionnaires, même si dans le cadre général, elles sont souvent ça. Et puis, il y a un troisième type
d'associations qui est beaucoup plus récente, qu'on appelle les associations de personnes concernées, indépendantes, qui là, effectivement, prônent, là pour le coup, cette notion d'inclusion, de vie des personnes en situation de handicap au sein même de la société, sans continuer à porter par eux-mêmes le stigmate du handicap, pour reprendre le terme de Erving Goffman. Donc oui, il y a vraiment ces différents courants qui, d'ailleurs, c'est intéressant, se matérialisent au CNCPH, au Conseil national consultatif des personnes handicapées. Ce CNCPH, c'est intéressant, c'est qui a son siège au ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, et tout le personnel administratif et moyens financiers, c'est sur le budget du ministère de la Santé, c'est CNCPH. CNCPH qui est censé rassembler toutes les associations gestionnaires du handicap et d'autres personnes dites qualifiées travaillant sur la question. Donc, oui, c'est une interrogation très intéressante.